Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois René Cloutier qui vient nous parler du réseau Avant de craquer. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, les perfectionnistes control freak. Jean-François Plouffe d'Action Autonomie est aussi des nôtres. Il nous parle pour sa part de travail et santé mentale. C'est donc le menu de Folie douce cette semaine. Bienvenue chez nous. Vous écoutez l'émission Folie douce, une expertise en santé mentale depuis 1991. J'accueille mon invité qui est M. René Cloutier. Bonjour, M. Bugeaud. Bonjour, vous êtes directeur général du réseau Avant de craquer. J'aimerais qu'on puisse définir ce que c'est le réseau Avant de craquer. C'est en fait un regroupement de 41 associations qui a été créé il y a environ 35 ans par des familles qui voulaient se donner une voix plus à un niveau provincial. C'était au moment où il y avait la désinstitutionnalisation. On se rappelle, des gens étaient souvent hospitalisés puis ont été retournés dans la communauté. Et là, les familles se sont senties un peu démunies parce qu'il n'y avait pas nécessairement tout le soutien psychosocial nécessaire lors de ce changement-là. Et les familles avaient besoin d'être soutenues. Alors, elles ont créé des associations et les associations se sont regroupées en ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau Avant de craquer. Et c'est effectivement, c'est un secteur de la santé mentale qui a peut-être quelquefois été un peu délaissé dans le sens de l'aide aux proches, parce qu'on parle souvent de la personne qui a des problèmes de santé mentale, mais les familles, les proches vivent cette situation-là très difficilement aussi. Oui, troubles de santé mentale, une maladie mentale, là, ça touche tout le monde, ça touche la famille au complet. Puis le réseau de la santé et des services sociaux s'occupe surtout de la personne atteinte. Et les familles nous disent à travers le Québec qu'ils ne sont pas vraiment impliqués, ils ne sont pas soutenus, ils ne sont pas écoutés ou informés de tout ce qui se passe là pour leur proche qui est atteint. Et c'est là qu'elles ont besoin d'être soutenues et pour ce faire, elles s'adressent aux associations dans toutes les régions du Québec. C'est comme ça qu'elles peuvent obtenir de l'information, des formations aussi sur les maladies, sur savoir comment réagir face à des comportements, pouvoir échanger aussi avec d'autres personnes qui vivent la même chose qu'elles. Ça fait des groupes d'entraide. Et obtenir aussi du soutien psychosocial donné par des intervenants qui sont qualifiés, qui se sont spécialisés pour soutenir les membres de l'entourage. Oui, et vous vous êtes nommé donc Avant de craquer, le réseau portait un autre nom avant, mais effectivement, avant d'en arriver à craquer, donc à carrément perdre un peu l'espoir, ça prend de l'aide. Puis comment on pourrait définir ou comment on pourrait énumérer peut-être les différentes situations? Parce que, tu sais, on pense à une famille, par exemple, qui essaie de vivre au quotidien qu'une personne qui a des problèmes de santé mentale, de peut-être la convaincre d'aller chercher des soins, des choses comme ça. Quelles sont les problématiques que les proches rencontrent, justement, au niveau de la santé mentale? Bien, d'abord, c'est de ne pas se sentir soutenu. Les membres de l'entourage, quand ils viennent chercher des services, c'est souvent pour leur proche qui est atteint. Et quand on les accueille, on leur dit, il faut penser à vous aussi. C'est important que vous préserviez votre santé mentale si vous voulez bien accompagner, bien aider votre proche qui est atteint. Et pourquoi Avant de craquer, c'est qu'on a réalisé que les familles attendent souvent d'être au bout de la corde pour aller chercher cette aide-là. Malheureusement, encore avec les tabous, les préjugés qui entourent la santé mentale, même les familles attendent d'aller chercher de l'aide. Donc, on dit avant de craquer, avant d'être rendu au bout, c'est important de venir cogner à la porte des associations, puis venir chercher tout le soutien dont elles ont besoin. C'est surtout ça, le besoin de pouvoir penser à elle-même, puis de pouvoir vivre aussi les différents rôles là, que les familles jouent. On a développé un modèle qu'on appelle le modèle CAP pour qu'on puisse faire comprendre aux membres de l'entourage qu'elles jouent plusieurs rôles. CAP, c'est pour client. Donc, en tant que personne, elles ont aussi besoin d'être soutenues, d'avoir de l'information, d'avoir de la formation, etc.
Dans CAP, A, c'est pour accompagnateur. Ce sont des familles qui sont présentes 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour accompagner leurs proches. C'est vraiment la première ligne. Donc, il faut qu'on puisse les reconnaître dans ce rôle-là. C'est malheureusement un des problèmes, c'est que dans les services en santé mentale, ils sont souvent exclus du processus de rétablissement. Donc, c'est un rôle extrêmement important, difficile, puis qui a besoin d'être reconnu. Puis, dans CAP, P, c'est pour partenaire. On sait que les membres d'entourage, avec toute leur expérience, peuvent apporter beaucoup, peuvent contribuer à l'organisation, à la planification des services. Et c'est important de les mettre à contribution. Donc, c'est pour ça qu'on a développé ce modèle-là, pour que les familles puissent identifier tous les rôles qu'elles peuvent jouer et qui sont extrêmement importants là, en santé mentale. Et les proches, souvent, on doit leur dire, j'imagine, de prendre des fois du répit, parce que c'est comme vous disiez tout à l'heure, les gens doivent penser à eux aussi, parce que ça devient prenant, tu sais, c'est des proches, donc on se sent peut-être responsable en tant que parent, en tant que proche de la personne, mais il n'y a rien de mal à prendre du répit, au contraire, je pense que la personne peut effectivement aller chercher des énergies qui vont lui permettre de mieux aider la personne qui a des problèmes de santé mentale. Oui, c'est effectivement un des services qu'elles peuvent trouver dans les associations. C'est une façon aussi de pouvoir se dégager un petit peu, puis avoir leur propre vie sociale, de pouvoir penser à elles pendant un certain temps, et puis se ressourcer pour être plus en mesure après ça de pouvoir aider adéquatement leurs proches, tout en respectant leurs limites et en pensant à prendre soin de soi-même aussi là-dedans. Oui, exactement. On est en conversation avec M. René Cloutier, directeur général du réseau Avant de craquer. Vous avez un rôle aussi avec le réseau de démystification ou d'information auprès de la population. Comment vous agissez à ce niveau-là? Oui, par exemple, annuellement, on fait une campagne de sensibilisation. Donc, au cours des dernières années, on a ciblé surtout les jeunes autour de 18-25 ans pour leur faire prendre conscience. Souvent, ne savent pas qu'ils jouent un rôle d'aidant, d'accompagnateur. Et c'est important qu'ils prennent conscience que ce rôle-là peut avoir des impacts sur leur vie. Donc, un des rôles de nos campagnes de sensibilisation, c'est de pouvoir encourager les personnes, puis notamment les jeunes, à aller chercher de l'aide. Ça sert aussi à briser les tabous, parce qu'on sait que même si on parle de plus en plus de maladies mentales, dans les médias, les vedettes, les personnages publics, tout ça, on parle de plus en plus ouvertement. Mais quand ça nous touche personnellement, c'est encore difficile d'en parler. On a toujours peur de faire face à des préjugés, d'être stigmatisé. Donc, non seulement la personne qui a une maladie mentale vit ses problèmes de stigmatisation, mais les familles aussi le vivent. Donc, il faut briser ça, il faut être capable d'en parler le plus possible. C'est pour ça que le thème de nos campagnes au cours des dernières années, c'est aider sans filtre. Il faut être capable d'en parler ouvertement. Puis, on pense que les jeunes, là, s'ils arrivent à en parler plus ouvertement, bien, ils vont être un facteur de changement dans la société pour qu'on puisse parler aussi facilement de la santé mentale que de la santé physique, par exemple. Hein, on en parle plus facilement. Bon, j'ai un cancer, je me suis brisé une jambe, etc. Mais quand on est atteint d'une maladie mentale, c'est encore tabou. Mais peut-être les gens ne savent pas trop où s'adresser. Comme vous dites, c'est facile en théorie. Parlons-en ou allons chercher de l'aide, tout ça. Mais quand les gens sont touchés eux-mêmes, ils sont un peu débalancés, puis là, on commence par où? On en parle, oui, mais à qui? Puis on va chercher de l'aide où? C'est ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident non plus à penser quand on est touché par ça, là. Oui, puis quand on est un membre d'entourage comme ça, les services sont offerts. La porte d'entrée, là, ce sont les associations du réseau Avant de craquer. Ce sont les seuls à offrir du soutien aux membres d'entourage. Donc, il faut aller voir sur, par exemple, le site web qu'on a pour le réseau Avant de craquer. Donc, c'est avantdecraquer.com. Puis, on a aussi créé un site spécifiquement pour les jeunes qui s'appelle aidersansfiltre.com. Donc, ça peut être une porte d'entrée pour avoir des réponses à nos questions, avoir de l'information, plein de vidéos, des balados,
toutes sortes de fiches, mais c'est aussi une façon de repérer les associations de notre propre région qui sont toutes identifiées dans ce site-là. Et à ce moment-là, ça nous permet d'avoir accès à des services vraiment spécialisés pour les membres de l'entourage. Et comme c'est local, comme vous dites, je pense que c'est peut-être la meilleure porte de vraiment y aller de façon locale parce qu'on connaît les sociétés dans lesquelles on agit, puis on peut facilement référer à proximité. Il faut que ça soit facile pour obtenir de l'aide, là. Oui, tout à fait. Puis localement, l'avantage aussi, c'est qu'il y a des groupes d'entraide. Il y a toute une vie associative là, dans nos groupes qui permettent aux gens de voir que ils sont pas seuls à vivre ça. Puis qu'il y en a d'autres qui sont passés par là, puis qui ont développé des trucs, puis qui peuvent donner des conseils. Puis juste le fait de pouvoir en parler librement avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose, avec des intervenants aussi qui sont capables de les écouter, de les comprendre, c'est extrêmement important pour que les gens se sentent moins seuls, parce que comme je disais, avec les tabous, souvent on hésite avant d'aller en parler puis chercher de l'aide. Donc, dans nos campagnes de sensibilisation, ce qu'on réalise, par exemple, quand on rencontre les jeunes dans les universités, souvent on se fait dire, c'est la première fois que j'entends parler de services, que je peux avoir de l'aide, que je suis à l'aise de pouvoir dire que j'ai un parent qui est atteint de maladie mentale. Donc, c'est important d'en parler beaucoup, puis d'aller chercher de l'aide, là, effectivement, à proximité. On a 41 associations réparties à travers le Québec. Donc, il y a une association proche de chacun qui est prête à aider, à soutenir. Et comme vous dites, c'est ça, ça arrive souvent que ça peut être des jeunes qui ont un parent, comme vous dites, puis on n'en parle pas tant que ça. On dit souvent, aide un jeune de ton âge qui a des problèmes de santé mentale ou aider vos enfants, mais les enfants qui ont à vivre avec un parent, ça aussi, c'est une autre réalité qu'on n'a pas si souvent entendu parler, là. Effectivement, malgré qu'on estime qu'il y a à peu près un enfant ou un jeune de 12 à 25 ans qui a un parent atteint de troubles de maladie mentale. Quand même beaucoup, oui. Donc, c'est énorme. Puis, ces jeunes-là, comme je disais, ils ne sont pas nécessairement conscients qu'ils sont aidants. Et puis, on sait que ça affecte leur vie sociale, ça peut affecter leurs résultats scolaires, ça peut même modifier tout leur projet de vie. Donc, c'est important que ces jeunes-là sachent qu'il y a de l'aide, peuvent être écoutés. Par exemple, on a collaboré à l'élaboration d'un guide pour ces jeunes-là avec le laboratoire de recherche de l'Université du Québec en Outaouais, avec les chercheurs Aude Villatte et Geneviève Piché. Et c'est un guide qu'on peut trouver sur notre site web qui permet de répondre à toutes les questions que les jeunes se posent. Est-ce que je vais devenir comme mon parent? Est-ce que mon parent va aller mieux un jour? Je m'inquiète. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Je me sens seul, etc. Donc, pour répondre à toutes ces préoccupations, ces questions des jeunes, le guide permet d'y répondre, puis de leur donner des conseils. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le guide a été élaboré avec des jeunes. Donc, il y a plein de témoignages de jeunes là-dedans qui ont contribué à élaborer un outil pour les jeunes. Oui, M. Cloutier, on va donner justement l'adresse du site web. On va rappeler pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, aller voir ce guide-là. Donc, quel est-il déjà pour le réseau Avant de craquer? Oui, c'est sur le site web qu'on a, avantdecraquer.com ou aidersansfiltre.com. Merci beaucoup. On va aller voir ça. Merci beaucoup, M. René Cloutier, directeur général du réseau Avant de craquer, d'avoir été avec nous à Folie douce. Merci et bonne continuation. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie douce Radio sur Twitter. Pour ce segment Espresso, on parle aujourd'hui, Pierre, des perfectionnistes ou des control freaks. Mm-hmm. Oui, d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle « Perfectionniste control freak, comment apprendre à lâcher prise », écrit par Mme Caroline Franc-Dezage, qui est journaliste française. J'ai déjà lu récemment un autre article de cette madame. Il me semble qu'on l'utilisait plus souvent autrefois, le mot « control freak ». On l'entend un peu, mais il me semble qu'on l'entendait souvent, disons, il y a quelques années. Là.
En Ben, parlant en de tout cas, quelqu'un qui ne veut pas laisser du lest, là, justement. Oui, qui veut mais tout en tout cas, c'est contrôler. un terme qui est resté, je dirais même que Ouais. c'est rendu dans la langue française, québécoise. En tout cas, en France, je ne sais pas si on l'utilise encore beaucoup. J'ai pris ça sur le site l'express.fr. Alors, Madame Dezage nous dit « Obsession de la perfection, volonté de contrôler son existence dans tous ses détails, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir tout maîtriser. Au risque de perdre pied, pourquoi et comment lâcher du lest? » Apparemment que c'est rendu quelque chose d'assez répandu et qui fait beaucoup de dommages dans le monde du travail. Que les gens ne peuvent pas laisser déléguer ou faire confiance Oui. aux collègues. Là. Même dans la vie à la maison aussi, Ouais. Ça peut faire des notes. Les gens sont plus contrôle-free qu'avant, peut-être. Si on regarde par exemple Aline, qui est chef de projet dans la pub et mère de 2 jeunes enfants, elle ne peut pas s'endormir le soir sans vérifier que sa liste des choses à faire dans la journée est bien terminée. Ce qui implique par exemple d'avoir pris un rendez-vous chez l'orthophoniste pour sa petite dernière, vider le lave-vaisselle, lancer une brassée de blanc, préparer sa présentation pour sa réunion de travail du lendemain et prévu les menus de la semaine, si possible avec un maximum de légumes. Elle nous dit « Je me rends bien compte que je prends l'autorité pour tout, mais impossible de m'arrêter, même si je m'épuise moi-même. » David, lui qui est cadre dans une banque, reste pour sa part des heures au boulot. Il se dit incapable de partir avant d'avoir relu chaque dossier et d'être bien sûr qu'il n'y a aucune erreur. Il est par ailleurs, de son propre aveu, ultra exigeant avec ses enfants et s'angoisse à la moindre de leurs mauvaises notes, convaincu que leur avenir est fichu s'ils descendent en dessous de 16 sur 20. Oui, c'est ça. 80%, justement. Ouais. Oui, il y en a qui en font une maladie, des fois. Ouais. Oui, alors, Madame Dezage nous dit que Aline et David sont chacun à leur manière ce qu'on appelle des contrôle freaks. Leur équilibre personnel semble tenir sur une corde raide, prête à rompre à la moindre défaillance. Comment expliquer cette obsession de la perfection? Comment également parvenir à lâcher prise, selon l'expression consacrée? Bien, ce n'est pas facile, tu vas voir. Madame Lisiane Paniguini, qui est psychopraticienne, nous dit « Cette question est plus difficile qu'il n'y paraît à traiter. » Elle nous dit en effet, ce concept du contrôle à tout prix émerge véritablement depuis quelques décennies et prend de plus en plus d'ampleur dans la vie des gens. S'appuyant sur une approche de la psychologie, Madame Paniguini part du postulat que certaines attitudes et comportements se construisent à partir d'un contexte sociétal, religieux, familial, communautaire, etc. Donc, les influences sont je me demande si la technologie ne nous a pas amené à être justement à tout contrôler. On peut voir maintenant avec des caméras à distance, on peut surveiller, je sais pas, des agendas. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de place pour je sais pas, peut-être l'oubli ou en tout cas le côté humain, oui. Ouais, peut-être qu'on se pense un peu comme des programmes d'ordinateur. Oui, tu es obligé de tout contrôler, autant dans la vie professionnelle. Parce qu'à l'ordinateur, tu peux faire la perfection presque. C'est ça. Puis je peux comprendre jusqu'à un certain point, dans la vie professionnelle, on ne veut pas manquer de choses, mais à un moment donné, il faut laisser justement peut-être du lest, comme on dit. Hein. Oui. Alors, tout le monde a pu entendre un discours expliquant qu'il est bon de contrôler ses émotions, sa prise d'alcool, son poids, qu'il faut être parfait en tout. Le message subliminal sous-jacent étant, poursuit Mme Paniguini, grâce à cela, vous serez aimé, admiré, vous ne serez jamais malade, vous ne serez jamais triste, vous ne serez jamais trompé. En bref, vous accéderez au bonheur, à la plénitude et serez parmi les meilleurs. À la notion de contrôle précise, Mme Paniguini, s'ajoute non seulement celle de la perfection, mais aussi celle du pouvoir. Contrôler donne une illusion de pouvoir sur les événements de la vie. L'idée étant, tant que je contrôle, rien ne peut m'arriver. C'est ainsi que, constate-t-elle, certaines personnes créent tout un tas de garde-fous, entre guillemets, et de balises de toutes sortes pour que tout soit parfait. Ceci afin de voir le meilleur de soi dans le regard de l'autre et d'exister ainsi. Ça donne peut-être un sentiment de sécurité. C'est ça. Les gens sont peut-être très insécures, donc en ayant du contrôle, du surcontrôle, ça donne peut-être cette espèce d'emballage-là. Sûrement que ça vient jouer. Oui. Ouais. Une analyse qui parle à Marion, qui a 34 ans, elle nous dit « J'ai cette impression que si les autres, mes proches ou mes collègues, admirent ma maîtrise de tout et envient mon organisation, cela valide mes choix.
J'ai besoin de cette approbation et d'être finalement, comme lorsque j'étais enfant, une bonne élève. Mais le problème est que cette pression que les perfectionnistes s'infligent arrive souvent à un point de non-retour, avec le risque que la mécanique bien huilée se bloque. Et là, souvent, c'est le drame. Cécile, par exemple, est ainsi tombée en dépression après un pépin professionnel. Elle nous dit « J'avais préparé un événement durant des mois, ne négligeant aucun détail, y consacrant mes journées et souvent mes nuits. » Et puis le jour J, évidemment, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Le traiteur a été en retard, un intervenant s'est décommandé et soudain le monde s'est ouvert sous mes pieds. J'ai eu la conviction de n'être qu'une énorme erreur. J'ai mis des mois à remonter la pente, à me pardonner des choses dont je n'étais pas responsable, à accepter que je ne pouvais pas tout contrôler en réalité. Le risque de cette obsession, nous dit Mme Panighini, est en effet la dévalorisation de soi, la culpabilité de ne pas atteindre cette perfection qui n'est évidemment pas de ce monde. Autre conséquence, ajoute-t-elle, un seuil de frustration très bas. Ouais. Mais je m'arrête ici et on poursuivra dans le deuxième segment. Dans le deuxième segment, puis je vais essayer d'être parfait. Ben oui, c'est ça, on compte sur toi, des perfectionnistes et control freak. À venir dans l'émission, notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous entretient de travail et santé mentale. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Les perfectionnistes control freak ». Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. Je reçois maintenant notre collaborateur Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour, tu es d'Action Autonomie, tu es chargé de dossiers et de communication. Tu ne manques pas de travail, surtout avec tous les sujets qui peuvent toucher la santé mentale. Et c'est un sujet un peu universel, mais on en a déjà parlé, je pense, mais c'est toujours bon d'y revenir. C'est le côté travail et santé mentale. Donc, comment on peut présenter ça pour partir le sujet? Oui, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent des difficultés du fait qu'ils ont dans le passé ou qu'ils ont même actuellement un suivi en santé mentale. C'est pas toujours évident de savoir comment on peut présenter ça dans un milieu de travail de façon à pas être victime de discrimination, justement. C'est encore tabou, puis c'est encore mal vu jusqu'à un certain point dans plusieurs milieux. Hein. Effectivement, puis il y a effectivement des abus autour de ça là, de la part de certains employeurs. Il faut savoir que la Charte des droits et libertés prévoit que toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés, sans distinction notamment ou exclusion ou préférence fondée sur notamment le travail ou l'utilisation, le handicap plutôt, ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Donc, la jurisprudence, depuis l'entrée en vigueur de la Charte, a établi qu'un problème de santé mentale, aux fins de l'interprétation de la Charte, c'est considéré sur le même pied qu'un handicap. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas discriminer une personne en milieu de travail parce qu'elle a un problème de santé mentale. On a toujours pensé qu'un handicap, ça devait être physique, mais effectivement, c'est handicapant, la santé mentale, donc c'est un handicap. Donc, c'est ça, les cours de justice ont déterminé que c'était à traiter, c'est peut-être qualitativement différent, mais c'est à traiter sur le même pied qu'un handicap. Ouais. Donc, il y a différentes situations qui peuvent se présenter. C'est particulièrement délicat, je dirais, quand on est en période de recherche d'emploi. Il faut savoir qu'il est illégal de discriminer une personne sur la base de son handicap, donc notamment dans ce cas-ci sur un cas de santé, sur un problème de santé mentale. Et il y a souvent en entrevue des questions là-dessus sur est-ce que vous avez déjà été suivi en psychiatrie dans le passé ou des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les questions sur l'état de santé général d'une personne physique et mentale ne sont pas en soi illégales, mais il faut qu'elles soient liées au poste
pour lequel on postule. Par exemple, si on ne dit pas qu'on a une hernie discale, puis on postule pour travailler dans un manutentionnaire, dans un entrepôt, ben on risque là d'avoir un problème puis de se faire rappeler à l'ordre un peu parce qu'on ne sera pas capable de faire le travail. Mais quand on postule, par exemple, pour être enseignant, puis qu'on a eu un épisode de dépression dans sa vie, ben nous, on prétend en tout cas que c'est pas pertinent, puis qu'il n'est pas essentiel de transmettre cette information-là à l'employeur. Donc, mais c'est délicat quand même, parce que si la question est posée puis que la personne ne donne pas l'information au complet, elle pourrait éventuellement penser qu'elle sera blâmée parce qu'elle a fait une fausse déclaration, mais si elle le dit, ben là, elle risque de ne pas être retenue parce qu'elle aura ouvert sur son problème de santé mentale. Donc, c'est vraiment difficile à jauger, mais il faut savoir, la règle générale, c'est qu'on ne peut pas, peu importe la décision que le candidat va prendre de dire ou de ne pas dire qu'il a un passé en santé mentale, il est illégal de discriminer quelqu'un sur ça. Donc, sur le fait de ne pas lui donner l'emploi parce qu'il aurait affirmé qu'il avait un problème de santé mentale, ça, ce n'est pas légal. C'est difficile à prouver, par contre. C'est pas toujours évident. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des lois qui nous protègent par rapport à ça. Sauf que la personne candidate à cette recherche d'emploi-là, comment peut-elle savoir si elle n'a pas eu l'emploi à cause de ça? Ou c'est ça qui est tellement compliqué. Hein? C'est ça qui est difficile. Mais nous, on a vu des cas qui étaient quand même assez clairs où on disait aux gens, tu es engagé, il te reste à passer un examen écrit sur ton état de santé, par exemple. Ce qu'on appelle dans certains milieux le médical. Donc, on pose toutes sortes de questions sur toutes sortes de sujets reliés de près ou de loin à la santé. À un moment donné, on pose une question sur la santé mentale, la personne coche oui, puis là, on lui dit, sais-tu finalement, on t'avait dit que tu étais embauché, mais il y a eu un problème au médical, fait qu'on ne pourra pas retenir tes services. Donc, ça arrive, des choses comme ça, mais c'est pas toujours aussi clair que ça, mais néanmoins, ça se sent un peu. Si, par exemple, l'attitude de l'intervieweur change de façon évidente là, après qu'on ait abordé ce sujet-là, ben il y a peut-être quelque chose qui se passe, puis il y a peut-être des recours là, devant la Commission des droits de la personne qui pourraient être utilisés. Dans les débuts de Folie douce, on parlait à l'occasion justement de santé mentale et travail, puis on se disait, souvent il y a un trou dans le CV, tu sais, le fameux trou où la personne a été hospitalisée, tout ça. Ça aussi, il va falloir qu'elle justifie ça. Donc, ça aussi, ça peut devenir embêtant de dire, ben entre telle année et telle année, j'ai fait quoi? Comme, tu sais, l'employeur va peut-être lui demander, vous avez fait quoi? Donc, oui, effectivement, c'est un problème. Donc, mais encore une fois, on peut être discret sur ce qui c'est. On n'est pas obligé de tout dire. Mais c'est vraiment à jauger par la personne. Mais encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que si la personne a le sentiment à partir du moment où on a su qu'il pouvait y avoir des historiques en santé mentale, dans son cas, ça lui aurait fermé la porte, ben il y a possibilité d'aller prendre des recours contre cet employeur-là. Non pas devant la CNESST, parce que la personne n'est pas encore en emploi, mais devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui pourrait éventuellement entendre un cas comme celui-ci. Et un organisme comme vous, Action Autonomie, pourrait la guider, la personne? Et nous, on pourrait l'assister, effectivement, dans ces démarches-là. Oui, c'est bien. Voilà. Il y a aussi la question de quand on est en emploi et que tout d'un coup on tombe avec un problème de santé mentale qui demande un congé. Il faut savoir que comme pour n'importe quel problème de santé, la santé mentale, c'est pas différent. Il faut avoir au moins 3 mois de service. Ou, selon la convention collective, si on est en milieu syndiqué, il faut avoir des billets médicaux et il faut, après ça, suivre les dispositions du contrat d'assurance collective, s'il y en a un, etc. Donc, c'est un problème de santé comme un autre. Le problème qu'on voit souvent, c'est que quand, encore une fois, on s'est cassé une jambe ou on a un cancer, mettons, l'employeur va pas demander des contre-expertises puis va laisser la personne guérir à son rythme. Mais quand il s'agit d'un problème de santé mentale, souvent, on va multiplier les démarches de la part de l'employeur pour finalement faire en sorte soit que la personne revienne au travail ou encore qu'elle quitte et là, on va demander des contre-expertises, puis des suivis, puis toutes sortes de choses. Puis la compagnie d'assurance va s'y mettre aussi. Ouais.
Donc, ça peut devenir... Et encore là, c'est souvent la personne a une fragilité émotionnelle pendant son congé de maladie. On va aggraver ce problème-là et finalement, il y a des gens qui craquent puis qui finissent par démissionner là, à cause de ça. Donc, ça aussi, il faut être attentif à ça. Et dans ce cas-ci, à partir du moment où on est en emploi, il est possible de contester un éventuel congédiement devant la CNESST ou de porter plainte aussi en harcèlement si vraiment le comportement de l'employeur est exagéré là, et qu'on est vraiment empêché d'aller mieux dans notre démarche de thérapie, mettons, parce que l'employeur a un comportement qui est très, très, très intrusif et très, très harcelant. Donc là aussi, il est possible d'avoir des recours devant la Commission des normes du travail. En général, Jean-François, remarquez-vous quand même qu'il y a une volonté un peu plus du milieu du travail d'essayer de trouver des moyens parce que, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre se fait quand même sentir, la population vieillit, etc. On veut garder des employés. Est-ce qu'il y a quand même une amélioration jusqu'à un certain point sans que ce soit parfait là, dans le milieu du travail au niveau de la santé mentale? Je dirais qu'il y a encore des préjugés, beaucoup. Il y a des gens qui se font traiter différemment par leurs collègues parce qu'on a su qu'ils étaient allés en thérapie, etc. Donc, il y a des campagnes de dénigrement, des fois, qui se font envers certaines personnes. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Mais il y a encore beaucoup de problèmes là, par rapport à ça. Et souvent aussi, la personne peut justement vouloir demander des aménagements ou des accommodements dans son poste et va avoir des difficultés à les obtenir à cause justement de certains préjugés que des employeurs peuvent avoir face à la santé mentale, où l'employeur va se dire, une personne qui a un problème de santé mentale, c'est quelqu'un qui est imprévisible, c'est quelqu'un qui peut avoir des sautes d'humeur, qui peut à la limite être dangereux ou violent. Donc, peut-être que je suis mieux de me départir des services de cette personne-là, même s'il y a pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Donc, les préjugés qui ont cours dans le milieu des soins en santé mentale, ils existent aussi dans le restant de la société. Donc, c'est vraiment problématique encore pour beaucoup de gens, malgré la pénurie de main-d'œuvre. Il y a du gros travail à faire encore, finalement. On manque pas de défis. Non, effectivement, par rapport à ça, là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Comment tu pourrais nous donner, est-ce que tu as des pistes, disons, d'informations, les gens qui veulent en savoir plus? Bien sûr, il y a Action Autonomie, là, que vous pouvez aider les gens à en savoir plus, mais en général, est-ce que sur les droits et sur le... En fait, il y a toujours, encore là, il y a la Commission des droits de la personne, il y a la Commission des normes de la santé et de la sécurité du travail, qui peut donner des informations sur des cas spécifiques, mais nous, à Action Autonomie, on a créé, il y a quelque temps, un guide qui s'appelle « Ma santé mentale et mes droits au travail », qui fait le tour là, de la question spécifiquement sur la santé mentale et dans une optique de prendre fait et cause pour la personne concernée. Là. Donc, ce guide-là, il est disponible sur notre site Internet, www.actionautonomie.qc.ca. Sa consultation est gratuite, on peut l'imprimer, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de conseils et d'informations dans ce guide-là, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui vivent ce genre de difficultés-là. Et quand on sait que le travail est tellement important, ça donne un sens, ça donne des revenus, ça donne un sens à sa vie. Au niveau de la santé générale d'un être humain, je pense que le travail est tellement important. Alors je pense qu'il faut ça procure un équilibre, ça procure une valorisation, dans la plupart des cas, quand ça marche bien, quand on a un bon travail qu'on aime, etc. Donc, ça améliore notre santé mentale. Et c'est pour ça que si on vit une difficulté, puis qu'en plus le travail se met à mal aller puis à vouloir empirer les symptômes qu'on peut avoir, c'est là que ça devient très difficile à vivre. Oui. Jean-François, avant de terminer, peut-être rappeler le numéro de téléphone. Vous êtes toujours disponible, même vous prenez les messages, je pense, quand vous n'êtes pas sur place, mais vous faites des suivis, en fait, pour les gens qui auraient besoin d'aide. Là. Notre boîte vocale est accessible 24 heures sur 24, donc c'est au 514-525-5060. Et je répète, notre site Internet, www.actionautonomie.qc.ca. Merci beaucoup, Jean-François Plouffe. Donc, tu es chargé de dossier de communication chez Action Autonomie, puis on va se reparler certainement pour un autre sujet prochainement à Folie Douce. Merci d'avoir été des nôtres. Ça me fera grand plaisir. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie Douce.
De retour au micro à Folie douce avec l'espresso allongé et le sujet « Les perfectionnistes control freak » que tu as entamé plus tôt, Pierre. Oui, d'après un article qui s'appelle comme ça, « Les perfectionnistes control freak ». Comment apprendre à lâcher prise, d'après Mme Caroline Ferrand-Dezage, qui est journaliste française. Et comment être improviser un peu plus dans la vie et s'adapter, c'est un peu ça des fois aussi, parce que les gens qui ont beaucoup de contrôle, t'en parlais un peu avant dans le premier bloc, ils sont comme désemparés si ça se passe pas comme ils ont prévu, mais il faut des fois s'adapter dans la vie et être capable d'être un peu caméléon. Là, hein. Oui, mais c'est vraiment pas facile une fois qu'on est entré là-dedans. C'est ça que Mme Penny-Guinea nous dit. Il faut faire attention, en fait, de ne pas trop l'être. C'est ça, j'en comprends à date. Oui, mais ça prend du temps, puis c'est pas facile, tu vas voir. Alors, Mme Dezage nous dit, pour tenter de sortir de cette prison de la perfection dans laquelle on s'enferme souvent de notre plein gré, il est souvent recommandé de lâcher prise. Un concept également assez nouveau et que l'on retrouve dans bon nombre de livres qui vous expliquent comment lâcher prise en 10 leçons. Ce qui est, nous dit Mme Penny-Guinea, un non-sens total. Le lâcher-prise ne peut pas venir d'un acte volontaire. C'est comme si l'on disait à quelqu'un « sois spontané ». Ouais. Tu l'es ou tu ne l'es pas. c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple que ça. Alors, elle nous dit « ça ne s'apprend pas. C'est un état d'être ou un état d'esprit, je dirais, apaisé, avec lequel on se sent en cohérence et sans révolte. En somme, une acceptation de ce qui est. » Sans tomber donc dans les solutions toutes faites. Madame Penny-Guinea nous dit elle essaie d'aider ses patients en consultation à mettre la barre moins haute et à descendre le curseur de leurs exigences. Il s'agit dans un premier temps de déconstruire ce comportement que l'on peut résumer par « je veux tout contrôler et être parfait ou parfaite », de façon à ce que la personne se rende compte que le problème ne vient pas d'elle, mais d'un contexte. Il n'est évidemment pas question de porter un jugement, mais de se désidentifier du problème, de s'en désolidariser. Ensuite, pour dire Mme Lisiane Penny-Guinea, nous identifions les effets de ce comportement dans la vie de la personne et de ceux qui l'entourent. Par exemple, est-ce que cela lui fait faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire? Est-ce que cela nuit à son couple ou à ses relations de travail? Est-ce que sa volonté de tout contrôler va parfois à l'encontre de ses valeurs, comme la compassion, l'empathie, le plaisir de profiter simplement de la vie? L'intention de la démarche étant que la personne se reconnecte avec ses valeurs, dont le problème la coupe sans qu'elle s'en rende véritablement compte. De cette façon, l'enjeu n'est plus de lâcher prise, mais d'être à nouveau en cohérence avec soi-même et de retrouver de l'agrément. Existe-t-il en effet une meilleure motivation pour changer que celle de jouir davantage de l'existence? Ouais. Parce que je me dis que, au fond, les perfectionnistes, ils sont jamais heureux. Ça n'existe pas, la perfection. C'est ça. Moi, peut-être, tu sais, des fois, on parle des trucs hybrides ou peut-être d'en être un peu, mais toujours se laisser une marge, tu sais, avec chaque chose qu'on fait dans la perfection, essayer toujours de dire, il se peut qu'il arrive des affaires, donc toujours être un peu prêt. Je ne sais pas si c'est peut-être la solution à viser, d'être, oui, assez bien productif, mais en même temps, de se laisser du lousse un peu. Je te dirais que si la personne atteint ça, c'est gagné. C'est gagné, c'est ça. Mais c'est comme tu dis, c'est un piège. Quand les gens deviennent trop perfectionnistes, ils ne peuvent plus s'en sortir. C'est ça. Ouais. Madame Lisiane Penny-Guinea nous dit, enfin, la dernière étape de la thérapie est de tenter de se rappeler d'une époque où l'on n'était pas dans ce type d'excès de perfectionnisme. Elle nous dit, on fait alors prendre conscience à la personne qu'elle a su faire autrement à certains moments de sa vie et que cela avait très bien fonctionné, sans inconvénient majeur. Lorsque cette prise de conscience est faite, cela va assez vite dans le bon sens. D'autres approches sont également envisageables. Madame Karine Dufour est sophrologue. Est-ce que tu sais, c'est ça, la sophrologie? Ça me dit quelque chose, la sophrologie, il me semble que j'ai déjà entendu ça, oui. effectivement. En fait, c'est une école scientifique qui étudie les modifications de la conscience humaine. Et ce qui assure que cette méthode de relaxation et de développement personnel est très efficace et qu'elle a été sur elle. Juliette confirme. Elle nous dit, j'ai testé pendant ma grossesse. On ne contrôle rien pendant sa grossesse. Un cauchemar pour un contrôle freak. Cela m'a énormément aidé et rassuré et obligé à lâcher du lest et à me projeter dans l'avenir pour accepter de ne pas avoir de prise sur le présent.
Maude, quant à elle, qui termine ses études de kinésiologie. C'est la science du mouvement, une technique de rééquilibrage psychocorporel. Elle en vante pour sa part les bienfaits. Elle nous dit que les kinésiologues se concentrent sur la façon d'équilibrer l'énergie dans l'organisme. C'est une approche qui s'inspire de la médecine chinoise. Cela permet de résoudre certains problèmes émotionnels et de lutter contre des blocages, en prenant conscience que le corps est un tout. En agissant sur le corps, le kinésiologue permet de réduire le stress, souvent à l'origine de cette volonté de tout contrôler. David, en terminant, quant à lui, a découvert la pleine conscience. Cette technique de méditation lui a fait découvrir la nécessité de s'arrêter parfois et de prendre du recul et d'être simplement dans l'instant présent et non plus dans l'anticipation permanente. Il continue à vérifier scrupuleusement ses dossiers, mais parvient également à mettre de côté ce qui ne mérite pas de se ronger les sangs, à lâcher du lest et à rentrer plus tôt chez lui et à ne plus paniquer dès que son fils ramène des notes en dessous de la moyenne. Un bon début, conclut Madame Dezage. Oui, c'est une bonne pratique. C'est vraiment des bons conseils à mettre en pratique, effectivement, d'en laisser un peu aller, puis de pas s'en mettre trop sur le dos comme ça. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet. Les perfectionnistes Contrôle Freak à Folie Douce. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Merci beaucoup, Pierre, pour ta mise en onde. Bienvenue, mon cher. Ainsi que pour tes blocs Espresso et Espresso allongé. Tu nous as parlé des perfectionnistes Control Freak, communément appelés. Alors, on a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup pour tout ça. Notre invité en début d'émission, René Cloutier, nous a mieux fait connaître le réseau Avant de craquer. Notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous a parlé pour sa part de travail et santé mentale. C'est donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.